Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Ça ne vous a pas échappé, l'IA s'infiltre dans tous les domaines de notre vie. Petit à petit, elle se perfectionne et elle remplit des tâches toujours plus complexes et variées, à tel point qu'elle commence à marcher sur nos plates-bandes. C'est-à-dire qu'elle réalise des tâches qu'on pensait jusque-là réservées aux humains. Alors évidemment, ça nous force à repenser la nature de ces tâches et certaines de nos pratiques. On en vient à se demander ce que veut dire comprendre, imaginer ou créer par exemple. On se questionne aussi sur le potentiel de l'IA et si elle pourra nous remplacer dans n'importe quel domaine. On s'intéressera aux nouvelles capacités créatives de l'IA et comment elle bouscule les pratiques dans le monde artistique. Avec notre invité, on fera un focus notamment sur l'industrie de la mode. Nous verrons aussi que l'IA est à la fois un sujet d'étude et un outil au service de la recherche en sciences humaines et sociales. Et toi Marine, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler d'une étude scientifique où l'IA a été mal utilisée. On n'est pas prêt de remplacer nos chercheurs et nos chercheuses par des algorithmes. On se retrouve juste après le générique avec notre premier invité. C'est parti. Bonjour Denis Bonnet, bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Nanterre et vos recherches portent sur la philosophie des sciences et en particulier sur l'intelligence artificielle. Alors je le disais en introduction de l'émission, aujourd'hui elle réalise de plus en plus de tâches qui sont spécifiques ou en tout cas qu'on attribue plutôt aux humains. Qu'est-ce que ça vient questionner sur nos capacités, nos facultés ? Bonjour. Oui, alors tout à fait. Disons qu'avant, la situation était relativement simple parce que voilà, les machines faisaient des choses très machiniques, elles faisaient des calculs, elles pouvaient gagner aux échecs, mais finalement, ce n'était pas très surprenant. Et puis, de l'autre côté, il y avait ce qu'on fantasmait, la machine intelligente qui prend le pouvoir sur l'humanité, etc. Mais l'écart entre la réalité et le fantasme était suffisamment grand pour que tout ça ne pose pas tellement de problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que dans cet écart-là, il y a des choses qui apparaissent, des choses qu'on pensait être proprement humaines, qui ne sont pas encore complètement la pensée, complètement l'intelligence, mais qui s'en rapprochent et qui ne semblent pas être purement machiniques, purement du calcul, comme gagner aux échecs ou nettoyer des images ou des choses comme ça. Et ces choses, ça va dans plein de directions différentes. Ça peut être comprendre, ça peut être résumer, ça peut être voir, ça peut être analyser aussi, peut-être même imaginer ou créer. Et donc ces choses qui sont un peu au milieu entre la machine et puis l'humain, du coup on se demande ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire en fait que ce qu'on pensait être humain en réalité c'est mécanique et machinique, c'est-à-dire si une machine peut comprendre un texte, dans la mesure où elle le comprend, ça veut dire que cette compréhension, elle relève que des statistiques, des calculs, etc. Donc ça voudrait dire qu'on ne serait pas si doué que ça finalement. Voilà. Ou est-ce que, à l'inverse, ça veut dire que, non, en fait, comprendre, c'est vraiment humain, ça implique vraiment une saisie, une forme d'intention, mais en réalité, les machines ont franchi une étape et elles sont capables de le faire. Et donc, c'est vraiment les questions que pose cet entre-deux. Ça amène aussi la question de qu'est-ce qui reste de spécifiquement humain, de propre à l'humain alors aussi. Voilà, tout à fait. Ce qui est remarquable, c'est néanmoins que jusqu'ici, ces tâches restent un tout petit peu particulières. C'est-à-dire, on peut engendrer des textes, on peut produire des images, mais il y a une forme de généralité dans la pensée humaine, dans la compétence humaine, qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que notre pensée, notre intelligence, elle est très versatile, elle peut s'appliquer à plein de choses, elle peut nous faire résoudre plein de problèmes différents, de plein de façons différentes. Et c'est sans doute cet horizon de généralité qui manque aujourd'hui, et c'est pour ça que la quête de ce qu'on appelle l'intelligence générale est aujourd'hui la prochaine étape dont on ne sait pas si elle sera atteinte. Je spoilais un peu la suite de l'émission, mais j'aurais crevé l'abcès tout de suite et vous avez commencé à l'évoquer, mais l'IA ne va pas nous remplacer donc. T'as envie d'être rassuré ? Oui, c'est une question difficile. On peut y répondre relativement
à la technologie actuelle. La technologie actuelle, elle permet de faire certaines choses très bien. Il y a plein de choses qu'elle ne permet pas de faire. Donc aujourd'hui, elle va avoir des conséquences sur tout un tas de tâches, faire des résumés, des synthèses, créer des descriptions de produits sur des sites internet. Avant, c'est des gens qui faisaient ça. Et c'est une technologie qui va remplacer une partie du travail humain, comme plein d'inventions techniques avant, comme le métier à tisser, etc. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui a un impact sur le travail et qui va changer l'organisation du travail. Mais finalement, ça, c'est pas propre à l'IA, c'est propre à toutes les nouvelles technologies. Qui arrivent, ouais, ok. Cette technologie, elle est limitée. Est-ce que dans 50 ans, ces limites seront dépassées ? Ça, c'est de la... Vous n'avez pas de boule de cristal pour nous le dire. C'est de la futurologie. Voilà. Merci. Alors, il y a un certain type d'IA qui occupe le devant de la scène en ce moment, c'est les IA génératives. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a questionné les passants dans la rue, c'est notre mot mystère. Intelligence artificielle, oui. Générative, non. Mais enfin bon, intelligence artificielle, oui. Ça me paraît un peu nébuleux quand même, comme programme. Ce qui me viendrait à l'esprit, c'est donc qui va se générer par elle-même peut-être, qui va pas forcément avoir besoin qu'on la nourrisse nous, mais qui va apprendre à se nourrir toute seule peut-être. Ah oui. L'intelligence artificielle qui recouvrerait peut-être tous les besoins de l'humanité. Ouais, j'imagine que du coup c'est une intelligence artificielle qui va se baser sur ce qu'elle apprend toute seule pour générer ses propres réponses. Ça m'évoque une génération de quelque chose, hein, donc de texte, d'images, de sons. Moi je pense un peu au truc de maintenant, donc je pense à Dali, comment ça s'appelle, Midjourney, les chansons qui reproduisent Angèle. Oui, donc par exemple des images, des photos, ok. Ouais. Et j'ai vu aussi que maintenant il y a une nouvelle IA qui va même faire des vidéos. Denis, dans tout ce qui a été dit, là, qu'est-ce qui correspond à l'IA générative alors ? Oui, alors ce qui était amusant dans ces réponses, c'est qu'effectivement, on parcourait tout le spectre des choses les plus fantasmatiques d'une IA qui va se nourrir elle-même, qui va... Répondre à tous les besoins de la Terre. Voilà, répondre à tous les besoins de la Terre. Donc là, on était à un extrême. Et puis, à l'autre extrême, j'aimais bien la citation qui disait « l'IA générative, c'est l'IA qui génère des choses ». Et cette définition minimale, en réalité, je pense que c'est la plus exacte. C'est-à-dire que ce que fait une IA générative, c'est qu'elle va vraiment créer des contenus et pas simplement se contenter de prédire des événements ou des propriétés. Et créer des contenus, c'est quoi par exemple ? Voilà, et donc c'est là effectivement l'autre manière d'attraper la chose, c'est simplement par les exemples d'IA générative. Mais en fait, il y a autant d'IA générative que de types de contenus qu'on peut créer. Donc il y a des IA génératives qui créent de la musique, voire de la musique à la façon d'Angèle, par exemple. Il y a des IA génératives qui créent des images, c'était Midjourney ou Dali qui étaient aussi évoqués. Ouais. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là, il y en a qui produisent des textes, c'est le fameux ChatGPT, voilà, ou Chat dans sa version française, et aussi effectivement des vidéos. Donc globalement, ça fait référence à tout ce nouveau domaine où les IA, ce qu'on leur demande, c'est de produire des choses, des contenus, tout type de contenus. Et alors justement, quel est le principe ? On s'adresse à elles en les questionnant. Comment ça fonctionne en fait ? Voilà, alors effectivement, là aussi ça fait écho à un des Verbatim qui disait mais finalement ces IA génératives, elles vont s'entraîner ou se créer toutes seules. Pour l'instant, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la technologie, puisque au contraire, une IA générative, c'est une IA qui engendre quelque chose sur la base d'instructions. Et effectivement, ces instructions, c'est ce qu'on appelle techniquement le prompt, c'est-à-dire la tâche qu'on demande à l'IA. Donc par exemple, vous allez pouvoir demander « Fais-moi une petite vidéo d'un cow-boy qui ressemble à Lucky Luke et qui marche dans les rues de Paris ». Donc ça, c'est le prompt. Et l'IA, génératrice de vidéos, elle va produire une vidéo qui répond à la demande du prompt. Donc finalement, elle crée, mais elle a quand même des limites. La limite, c'est le prompt qu'on lui fait finalement. Donc, Oui, exactement. En fait, elle intervient dans une étape
particulière du processus de création qui est la réalisation. C'est-à-dire j'ai eu cette idée, bonne ou pas bonne, que ça pourrait être marrant d'avoir Lucky Luke aujourd'hui, et je demande à l'IA d'incarner, de réaliser cette idée. Et donc, tout dépend de ce qu'on appelle créatif, mais ça intervient bien à une étape du processus créatif, mais à une étape seulement, c'est-à-dire que c'est moi qui ai eu cette idée. Et malgré tout, ça soulève quand même pas mal de questions et ça inquiète aussi. Il y en a qui parlent de danger civilisationnel en parlant des IA génératives. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, alors, là encore, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Les choses qui relèvent du fantasme, c'est-à-dire on dit, ben voilà, si aujourd'hui on peut demander à une IA de faire une vidéo de Lucky Luke dans Paris, est-ce que Terminator, c'est pas demain ? Ça, c'est un raccourci qui vaut ce qu'il vaut. Et puis après, il y a des questions beaucoup moins fantasmatiques, qui est, voilà, si je suis illustrateur et que je fais des couvertures pour des magazines, mon travail, c'est de recevoir l'idée du rédac chef sur ce à quoi doit ressembler la couverture, et c'est pas très différent de réagir à un prompt. Donc c'est vrai qu'il y a aussi quand même des enjeux sur les métiers et le partage du travail entre les machines et les hommes, et ça en revanche c'est pas du tout fantasmatique. Alors je vous propose de découvrir plus en détail les questions que les IA génératives soulèvent et les bouleversements qu'elles engendrent dans le domaine artistique. Place aux sciences en action avec Lorraine. Cette montée en puissance des IA génératives, ça vient questionner en premier ce que c'est la créativité. Est-ce que, Denis, on peut dire que ces outils, ils sont créatifs ? Est-ce que c'est des intelligences artificielles qui sont créatives ou est-ce que c'est des outils qui nous permettent d'être créatifs ? Oui, alors pour le coup, sans céder à la facilité, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des outils qui interviennent dans une étape du processus créatif. C'est-à-dire que par exemple, je suis réalisateur, j'ai envie d'imaginer des fonds ou des scènes possibles, des arrière-plans possibles pour une scène. Avant, c'était un petit peu compliqué, j'allais devoir regarder des banques d'images, j'avais pas forcément trouvé ce que je voulais. Là, aujourd'hui, je peux demander à Midjourney de produire une image d'un arrière-plan pour ma scène de cinéma, et ça va prendre simplement quelques minutes. Et ça, c'est vraiment un usage, pour le coup, purement instrumental, c'est-à-dire que dans un processus créatif, tourner un film, et tourner un film, ça implique de concevoir les décors et les arrière-plans, et je fais appel à une IA, là où avant, j'aurais fait appel à un illustrateur ou à une banque d'images. Donc là, c'est vraiment l'usage outil, et donc on pourrait dire, c'est pas vraiment créatif, parce qu'en fait, ce qui reste créatif, c'est la personne qui va utiliser l'outil. Qui va choisir ce qu'elle garde ou pas, et voilà. Mais en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, au sens où ce qui va être fait par l'IA, c'est effectivement ce travail de réalisation ou d'incarnation. C'est-à-dire que, par exemple, si le réalisateur en question veut faire un film de science-fiction sur Paris dans 20 ans, il va demander à l'IA de faire un bistrot parisien, mais dans une ville où la température est beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui et qui a certains éléments futuristes. Bon. Et donc il va donner une description, une tâche, une sorte de problème à l'IA qui va l'incarner et le réaliser. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un bistrot parisien dans 30 ou 40 ans, étant donné ce qu'on peut imaginer des contraintes du monde dans 30 ou 40 ans. Et la chose importante, c'est qu'en fait, dans ce travail de réalisation ou dans ce travail d'imagination, il y a de la créativité, parce que pour le coup, tous les créatifs le savent, il ne suffit pas juste d'avoir l'idée, il faut l'incarner et la réaliser. Et précisément, l'IA, elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle va proposer sa propre manière de mêler l'esprit du bistrot parisien avec le monde dans Comme un artiste, en fait, elle met un peu d'elle dans sa réalisation, dans sa création. Et elle va faire, elle va faire des choix sur, est-ce qu'on va garder des banquettes en cuir ou pas? Est-ce que les gens vont continuer elle affirme ses goûts, quoi, un peu aussi. Voilà, et elle va le faire d'une manière qui va chercher à résoudre le problème. Elle sait qu'aujourd'hui, dans un bar, il y a des journaux qui traînent sur le comptoir pour que les gens les lisent.
mais les journaux, c'est pas futuriste, et donc elle va chercher un élément pour remplacer le journal sur le comptoir du bar. Et ça, c'est créatif, exactement au sens où un illustrateur qui devrait faire ça, il devrait imaginer qu'est-ce qu'il y aura sur le comptoir d'un bar dans 20 ans. Et pourtant, c'est que des 0 et des 1 quand même, faut le rappeler derrière. Enfin, je veux dire, elle connaît pas le sens de conscience, elle n'a pas de conscience, quoi. Donc, oui, et donc là, ouais, tout à fait. Du coup, ces IA créatives, par exemple, dans le cas de DALL-E et de Midjourney, elles ont été entraînées sur la base de centaines de millions de paires composées d'une image et d'une légende. Et c'est en apprenant ces relations entre des textes et des images qu'elles sont capables de se projeter dans la création d'images à partir de textes. C'est important, ça, de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir bien les utiliser ? Oui, effectivement, parce que ce qui caractérise ces IA génératives, c'est effectivement qu'on n'a pas besoin de langage de programmation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut leur parler dans notre langue à nous, mais en réalité, cette promesse, elle est un tout petit peu, elle est un tout petit peu délicate à saisir, au sens où, oui, on leur parle dans notre langue à nous, mais il faut leur parler dans les mots qu'elles comprennent. Et de la même manière que quand vous racontez vos études à votre grand-mère ou à votre ancien prof de maths au lycée, ou au contraire à votre maître de stage, vous n'allez pas le raconter dans les mêmes termes parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne possèdent pas les mêmes concepts, et donc vous allez le raconter différemment. Elle a son propre langage, quoi. Voilà. Faut s'adapter à elle pour avoir le résultat qu'on veut. Et donc, il y a des concepts qui sont maîtrisés par ces IA, il y a des manières d'articuler ces concepts qui sont maîtrisés par ces IA, et du coup, il y a tout un... En fait, leur parler, c'est une forme d'art. D'ailleurs, vous travaillez sur ça avec des étudiants, vous donnez des cours à l'Institut français de la mode, et vous avez fait un exercice avec vos étudiants qui était de synthétiser l'esprit d'une Fashion Week qu'ils avaient étudiée dans un look, dans une silhouette. Qu'est-ce que vous avez observé dans la façon que les étudiants avaient d'interagir avec ces IA qui étaient donc Midjourney ou DALL-E ? Oui, alors effectivement, c'était exactement du coup un travail d'incarnation ou de réalisation, au sens où on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée c'est, en tant que personne qui s'intéresse à la mode, j'ai une idée sur qu'est-ce qui était remarquable, qu'est-ce qui faisait le sel ou l'esprit de la mode cette année, et cette idée, je voudrais l'incarner, et c'est là que l'IA va intervenir, je lui donne mon idée et elle va l'incarner. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, les étudiants étaient en fait très directifs. Ils avaient une idée et ils voulaient que ça qu'il soit fait. C'était un peu en mode Playmobil, c'est-à-dire je vais lui mettre un bas comme ça, et puis je vais lui mettre un haut comme ça, et puis il faut qu'il y ait un chapeau, etc., etc. Et ça marchait. Ça ne marche pas très bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des limitations qui sont purement technologiques, qui font que si vous donnez trop d'éléments concrets, précis à Midjourney ou à DALL-E, au bout d'un moment, ça sature. Et donc, comme c'était des étudiants de mode, ils étaient très précis, et puis ils voulaient qu'il y ait du mesh sur le top, et puis qu'il y ait un effet déstructuré sur le manteau, etc. Ça peut pas lire dans la pensée le look qu'on a dans la tête, ou l'idée, l'image qu'on a dans la tête, et retranscrire exactement ce qu'on veut. Oui, et puis ça sature en fait au bout d'un moment. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment trop précis sur ce que vous lui demandez, ça fait trop de choses. Et donc il y a des, elles ne sont pas surpuissantes, et donc elles ont une limite aux éléments qu'elles peuvent Elles sont faillibles. Ça aussi, c'est un peu humain comme caractéristique. Oui, voilà. C'est comme si on nous donne trop de choses à faire en même temps, on sature, et donc elle aussi, elle sature. Mais en même temps, juste ce que je voulais ajouter, c'est que tout l'intérêt, c'était aussi de leur montrer qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'être aussi directif, d'être autant dans le contrôle, parce qu'on pouvait leur dire, ce qui caractérise la mode de cette année, c'est une forme de soft, de romantisme un peu adouci, mêlé d'un souci de protection. Donc voilà, on pourrait avoir comme ça dans ces cas-là, on lui laisse interpréter ce que ça veut dire. Voilà, et donc effectivement, du romantisme qui serait adapté à la ville d'aujourd'hui et à notre besoin d'être protégé par nos vêtements, ce qui est assez loin du pur romantisme, c'est aussi quelque chose qu'on peut laisser l'IA inventer. Et donc en fait, les meilleurs résultats, on les obtient quand on mélange des choses
très concrètes. On va effectivement guider l'IA sur le genre de vêtements qu'on veut ou le genre de texture. Avec des choses plus abstraites, on va lui demander des styles, des vibes, voilà, etc. Mais alors, il y a aussi cette notion d'illimité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite, cette IA. Elle peut faire ce qu'elle veut en soi. Elle peut imaginer des choses qui ne sont pas contraintes à la gravité, qui ne sont pas contraintes au coût des matières, qui ne sont pas contraintes à la façon dont se comportent les tissus. Est-ce que ce qui fait aussi les chefs-d'œuvre dans l'art, ce n'est pas justement cette matérialité-là, le fait qu'il y ait des limites? Oui, alors c'est notamment quelque chose c'est notamment une question qui se pose dans l'art digital, c'est-à-dire que, par exemple, là, aujourd'hui, on fait aussi des vêtements pour le métavers, et donc on va proposer des vêtements qui sont portés par nos avatars dans une réalité virtuelle ou une réalité augmentée. Quand vous faites un vêtement, comme vous le disiez à l'instant, il est soumis à la gravité, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Les designers qui travaillent pour le métavers, ils sont affranchis de cette contrainte. Ils peuvent faire des vêtements vivants, inspirés de formes animales, qui vont bouger, qui vont avoir des volutes qui sont impossibles. Et donc, il y a effectivement, là pour le coup, je ne pourrais pas le dire beaucoup mieux que ce que vous avez dit vous-même, mais cette liberté, elle est à la fois un peu grisante, c'est-à-dire que voilà, on peut faire des vêtements biomimétiques qu'on ne pouvait même pas imaginer avant, parce qu'on ne va pas porter un vêtement vivant, mais en fait, c'est possible d'imiter du vivant dans des vêtements digitaux. Mais en même temps, elle est à la fois grisante et aussi un peu paralysante, parce que finalement, si on peut faire tout et n'importe quoi, pourquoi faire ça plutôt qu'autre chose? Voilà, ouais. Et donc, pour le coup, sur la mode digitale, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en l'absence de contraintes, on ne sait plus réellement à quel besoin doit répondre le vêtement. Et il y a une forme de saut ou de peur du vide qui est aussi... voilà. C'est assez remarquable, je pense, si on regarde les choses concrètement qui sont faites en termes de vêtements pour des avatars digitaux. Il y a à la fois des choses très très banales, c'est-à-dire que Prada va faire une collection pour faire plaisir à Facebook dans le métavers, et ça va être juste Prada en version Sims un peu. Et puis de l'autre côté, il y a des acteurs spécialisés, comme par exemple une marque qui s'appelle Ouroboros, qui va faire des choses complètement folles avec des vêtements qui ressemblent pour le coup à Avatar, le film, etc. Et dans ces deux extrêmes, il y a quelque chose, je pense, d'insatisfaisant dans les deux cas, quoi. Alors après, une grande question qui est évidemment posée par ces IA, c'est la propriété intellectuelle. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission quand il sera question de réglementation. J'avais juste une dernière question. Dans le monde de la mode, il y a un pan qui est très important aujourd'hui, c'est la fast fashion. On a des marques comme Shein qui produisent plus de 7000 références, de nouvelles références chaque jour. Ça, c'est un bouleversement, une accélération qui est permise par l'IA. Ce serait un bouleversement qu'on n'aurait pas sans l'IA? Oui, parce qu'en fait, il y a deux aspects dans ces usages de l'IA. Ça nous permet de faire les choses différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin de chercher dans une banque d'images, maintenant je peux créer mes images. Mais aussi, on en a moins parlé, mais socialement c'est aussi évidemment très important, ça permet simplement de faire les choses plus vite. Et donc, avant, la fast fashion, c'est pas apparu de rien, je veux dire... Zara ou H&M, ils vont regarder les collections qui sortent, ils vont imiter et refaire ça très rapidement. Mais c'est un processus qui prenait quand même un peu de temps. Oui, j'ai entendu que Zara, c'était à l'époque 700 nouvelles références par semaine à peu près. Là, on a carrément fait du x10. Voilà, et donc... Enfin, même plus que ça. Voilà, et donc de manière très concrète, ça permet juste de faire les choses beaucoup plus vite. Et le fait de pouvoir faire les choses beaucoup plus vite, ça donne des possibilités qui ne sont pas forcément que bénéfiques. Oui. Bon, pas de question de réglementation et de ce que ça ouvre, en tout cas, comme pan. En tout cas, figurez-vous que l'IA bouscule aussi le monde de la recherche scientifique. Marine va nous raconter une histoire étonnante mais vraie, c'est son coup d'œil. Quand on parle d'IA, la crainte qui revient tout le temps, on l'a compris, c'est est-ce que certains métiers vont disparaître à cause de l'IA? On l'a dit plusieurs fois. Et cette crainte, elle est légitime. Quand je vois par exemple des éditeurs utiliser Midjourney ou DALL-E pour faire des couvertures de livres au lieu de payer de vrais artistes, je comprends qu'on puisse se sentir menacé. En tout cas, si ça peut vous rassurer, l'IA a encore des progrès à faire dans certains domaines. En sciences, par exemple, c'est pas demain la veille qu'on remplacera nos chercheuses et nos chercheurs par des algorithmes. Et si je dis ça, c'est parce que certains ont tenté le coup et que ça s'est
plutôt mal passé. Le 14 février 2024, 3 chercheurs ont publié un article dans la revue Frontiers in Cell and Developmental Biology. C'était un article sur les cellules souches spermatogoniales. Ces cellules, elles présentent un intérêt en médecine régénérative, à savoir la branche de la médecine qui étudie la réparation ou la régénération de cellules, de tissus ou de gènes endommagés. Mais ce qui a posé problème, ce n'est ni le sujet de l'étude, ni même le propos scientifique tenu par les auteurs. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Je ne suis pas un expert, mais il y a un problème d'anatomie là. Il y a un problème d'anatomie là. L'anatomie, ouais. Effectivement, donc cette grosse excroissance que vous voyez, c'est censé représenter les organes reproducteurs du rat. Il y a évidemment un problème d'échelle, mais quand on y regarde de plus près, ce n'est pas le seul détail gênant dans l'image. Si on prend par exemple les légendes, il y a clairement un souci. Iolote, sérot de Gomard, spermatocial, synctolique, ça ressemble plus à des incantations qu'à du vocabulaire de biologie. Et effectivement, ça ne veut absolument rien dire. La seule légende correcte sur cette image, c'est celle qui indique le rat. Et franchement, elle ne nous apprend pas grand-chose. Par contre, ce qu'on sait, les auteurs le disent dans l'étude, c'est que toutes les images ont été générées par IA, en l'occurrence par l'outil Midjourney. Toutes les images, parce qu'il y en a d'autres comme ça? Oui, il y en a d'autres et elles sont tout aussi absurdes. On peut afficher un autre exemple à l'écran. Voilà, là aussi, c'est joli, il y a plein de couleurs, mais ça n'a aucun sens. On a là encore des mots qui n'existent pas, et même des lettres qui n'existent pas. Et vraiment, les auteurs se sont dit, pas de problème, ça passe. Mais le pire, c'est que c'est passé. L'article a été relu par d'autres chercheurs, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs, et il a été accepté. Un peu inquiétant ça, non? Oui, mais ce qui est quand même rassurant, c'est que l'étude a été retirée 2 jours seulement après sa mise en ligne. Dans le monde de la recherche, on parle de rétractation, donc l'erreur a vite été repérée. Et puis c'est un cas isolé, hein, il ne faut pas en faire une généralité. La majorité des études publiées dans les revues scientifiques sont fiables. Simplement, c'est comme tout, il faut faire preuve de vigilance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on a encore besoin d'humains pour faire de vraies illustrations scientifiques. Et peut-être que justement, la popularisation de l'IA va inciter les chercheurs à relire les articles un peu plus attentivement. En tout cas, c'est à la fois drôle et inquiétant. Je ne sais pas trop sur quel sentiment basculer, là, mais Denis, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que Marine vient de raconter? Oui, alors effectivement, je pense que ça montre que ça redéfinit un peu notre rapport à la fiabilité. Parce qu'en gros, un programme ou une machine ont l'habitude que ça marche ou ça ne marche pas. Et ce qui est un peu particulier avec ces IA, c'est que dans 99% des cas, ça va marcher très bien, mais dans 1% des cas, ça va faire vraiment n'importe quoi. Et donc là, effectivement, on est dans la situation où ça fait vraiment n'importe quoi, et de manière assez inattendue, parce que ce qui est difficile pour elle, c'est pas forcément ce qui est difficile pour nous. C'est-à-dire que s'ils avaient demandé à Midjourney de représenter un rat kawaii dans une scène d'animé avec une bataille spatiale, ça aurait été vraiment super chouette. Et c'est assez difficile à faire. On pourrait penser que faire une illustration scientifique d'un rat avec ses organes reproductifs, finalement, c'est plus scolaire et plus facile à faire. Il suffit d'écrire bien ça, etc. Mais en fait, ça fait partie des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire pour Midjourney. Simplement mettre une légende, écrire des lettres, c'est beaucoup plus facile que de faire de l'animé. Bon, merci. En tout cas, on a retenu le message, Marine. On garde un œil critique. On l'a vu ensemble, l'IA est un sujet d'étude passionnant pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, mais c'est aussi un nouvel outil à appréhender. Alors comment les sciences humaines et sociales s'en saisissent? Quel est l'impact de l'IA sur les pratiques de recherche? Et quels sont les principaux défis à relever? Notre prochain invité travaille main dans la main avec les scientifiques pour leur apporter des solutions. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Valentin Chabot, bienvenue sur le plateau de Sciences en question. Bonjour, merci. Alors vous êtes ingénieur d'études en humanité numérique et alors une grande partie de votre travail consiste à apporter des solutions pour les chercheurs. C'est eux qui viennent vers vous, comment ça se passe? Écoutez, il y a les 2 aspects. Dans un premier temps, on peut avoir des équipes de recherche qui viennent vers nous en effet avec des problématiques en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc on va essayer de les guider vers les meilleures approches à mettre en place. Mais il se peut aussi que des équipes de recherche ne soient pas au courant encore de ce qu'il est possible de faire avec ces outils-là. Et donc, dans ce cas-là, c'est nous qui allons leur proposer différentes solutions à mettre en place en lien avec leurs problématiques. Et là, vous avez des ateliers pour discuter ensemble, c'est ça? Vous posez un peu toutes les problématiques sur la table? C'est des choses qui peuvent être faites en effet. On va pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler des ateliers, réunissant différentes équipes de recherche, différentes personnes qui viennent d'horizons différents dans la recherche en sciences sociales tout de même, mais pas forcément uniquement. Et le but, ça va être d'essayer de mettre en place des solutions généralisables à différentes problématiques en sciences sociales.
pour ne pas finalement réinventer la roue à chaque étape. Donc c'est vraiment intéressant de fonctionner de cette manière, je pense. Okay. Alors les scientifiques utilisent déjà l'IA en sciences sociales. Dans quel cas, par exemple, vous avez des exemples à nous donner? Oui, en sciences sociales, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser sur différents problèmes, notamment sur 2 types de données, principalement des images et du texte. Dans les images, on va pouvoir se servir de l'intelligence artificielle pour tout ce qui va être en lien avec des tâches de segmentation, par exemple. C'est ce qu'on voit à l'image, là Voilà, tout à fait. Là, on est plus sur à la fois de la segmentation et ce qu'on va appeler du tagging. Donc, en français, ça pourrait être de la notation. On voit que... Légendé, en quelque Voilà, sorte. tout à fait. On voit qu'on va pouvoir repérer sur l'image différents objets, en l'occurrence des personnes, qui sont présentées par des cadres sur ces images. Ouais. Et on va aussi pouvoir les annoter. Donc, comprendre, le modèle va réussir à déterminer quel objet il a sur l'image. Et donc, il va pouvoir ainsi documenter cette image. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça Oui, tout à fait. Par exemple, de là, on le voit d'ailleurs, on s'intéressait surtout au personnage. Là, on voit sur cette image que le modèle est capable de déterminer les poses des sujets qui sont sur ces images. Et dans ce cadre-là, on va surtout s'en servir dans le cadre de ce projet, qui est le projet Eikon, qui s'intéressait donc au conflit armé sur la fin du 19e, début 20e siècle, ouais. Qui s'intéressait notamment à faire de la similarité pour de la recherche d'images, pour explorer des grands corpus d'images. Et donc, on va pouvoir, à partir d'une image, repérer les images où les sujets vont être, par exemple, dans ce cas-là, dans les mêmes positions, ce qui va permettre aux historiens d'explorer des corpus de cette manière-là. Ça veut dire qu'avant, il a fallu l'entraîner à repérer ce genre de tenue. Tout à fait. Le modèle, ici, repère la pose des différents sujets, et ensuite, il va être capable donc de déterminer que sur 2 images, des sujets ont une pose similaire. Et donc, ça va permettre comme ça de retrouver des images à partir d'une entrée qui est elle aussi une image. Mais si je comprends bien, ça se limite à faire des tâches un peu rébarbatives. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au travail d'analyse qui est normalement mené encore par les humains, par les chercheurs ? Disons que ça dépend le niveau de granularité qu'on choisit. Quelque part, on l'a vu avec Denis tout à l'heure, ces modèles-là sont en mesure de produire des analyses. De quelque sorte. On peut proposer un problème, par exemple, de mathématiques à ChatGPT, il va être capable de le résoudre. Donc, quelque part, on pourrait se dire que ces modèles fournissent de l'analyse. Mais si on se place à l'échelle du dessus, ce problème, le fait qu'on demande à ce modèle de résoudre ce problème, c'est une demande qui vient d'un humain. Donc, en l'occurrence, dans ces problématiques, une chercheuse ou un chercheur. Donc, quelque part, ça reste un outil qui est utilisé par des chercheuses et des chercheurs ou des équipes de recherche. Ouais. On n'en est pas, et je ne pense pas que ce soit vraiment souhaitable et que quelqu'un ait envie de mettre ça en place, on n'en est pas à des modèles qui vont proposer des articles scientifiques ou mettre en place des stratégies de recherche, etc. Ça reste un outil puissant, mais qui est utilisé évidemment par des êtres humains. Denis, vous utilisez aussi l'intelligence artificielle dans vos recherches. Qu'est-ce que ça apporte ? Oui, tout à fait. Alors, justement, un peu pour recontextualiser ce qu'on disait à l'instant, globalement, un des buts des sciences humaines et des sociales, c'est de comprendre les déterminants de l'action ou des jugements humains. Donc, juste pour illustrer ça, par exemple, sociologue français célèbre, Pierre Bourdieu, il essayait de comprendre quels sont les déterminants de nos jugements esthétiques. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve quelque chose beau ou laid ? Et il montrait de manière, a priori un petit peu surprenante, que les gens qui avaient moins de capital, moins bonne éducation, moins de capital social, ils avaient davantage tendance à valoriser la culture très classique, l'opéra, et moins tendance à valoriser les cultures moins légitimes, comme, je ne sais pas, la chanson ou le rap, précisément parce que manquant d'éducation ou de capital symbolique, ils se sentaient un peu obligés de respecter ce qui leur paraissait respectable. Et donc, pour faire ça, il faut être capable de quantifier les éléments qui vont permettre de prédire les choses. Donc, effectivement, on peut quantifier le niveau d'éducation. On peut quantifier la richesse ou le capital. Mais, a priori, il y a plein de choses qui déterminent nos actions, comme par exemple ce qu'on lit, les genres d'explications qu'on reçoit ou qu'on donne, toutes des choses qui relèvent du contenu, qui évidemment ont une importance clé sur nos actions. Ce qu'on va faire, ça dépend de ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on consomme. Et jusque-là, ce n'était pas quantifiable, en fait. Et du coup, il y avait une sorte de point aveugle, de zone grise pour les sciences humaines, qui était que précisément, dans un certain sens, les déterminants les plus humains de l'action humaine échappaient aux sciences humaines parce qu'elles étaient obligées,
parce qu'il n'y avait pas mieux à faire en fait, de se rabattre sur des déterminants aisés, faciles à quantifier, comme le niveau d'éducation, le capital, etc. Et c'est ça qui change vraiment avec l'IA, et l'analyse de photos qu'on voyait, c'est juste un exemple de ça en fait. C'est que des choses qui n'étaient pas quantifiables et qui ne pouvaient pas du coup rentrer dans le domaine de l'enquête des sciences humaines, maintenant elles deviennent quantifiables. Ce que vous voulez dire, c'est que ça donne accès à de nouvelles données, quoi, qui étaient présentes mais qu'on ne pouvait pas saisir. Voilà, exactement. Et des données très humaines, comme les photos qu'on prend, comme les articles qu'on lit ou des choses comme ça. Et vous l'avez utilisé dans quel cas alors pour vos recherches? Oui, voilà, donc du coup, avec des collègues allemands qui font ce qu'on appelle des sciences sociales computationnelles, donc c'est un des domaines où précisément on essaye d'utiliser l'informatique pour faire des prédictions en sciences humaines, on s'intéressait aux déterminants du vote et à la manière dont, et la façon dont le genre d'articles que les gens lisent sur Internet va permettre de prédire ou pas la façon dont ils vont voter un mois plus tard. Et donc effectivement, on peut avoir l'intuition que oui, si je lis beaucoup de choses sur des faits divers, ça va avoir un impact sur mon vote, mais cette catégorie de faits divers, encore faut-il pouvoir la quantifier, la saisir dans les documents, et c'est ça que va permettre l'IA. Donc en fait, dans l'idée, c'est vraiment très très analogue à ce qu'on voyait ce qu'on disait sur les photos, quoi. Donc si je comprends bien, les données, c'est le nerf de la guerre, Valentin. Oui, ces modèles, ils ont besoin de deux choses pour fonctionner. Des données pour les entraîner et une tâche à résoudre. Il faut que les données permettent de résoudre cette tâche. Et il faut l'entraîner donc avec un volume de données assez gigantesque, notamment pour ce qui est des grands modèles de langue. Et ça arrive de manquer de données, notamment en sciences humaines et sociales? Oui, c'est des choses qui sont possibles, parce que vous l'avez dit, on peut le résumer comme ça, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, il y a des approches aujourd'hui qui mobilisent des grands modèles de langue comme ChatGPT, qui fonctionnent plutôt bien, pour générer des données qui vont servir à entraîner d'autres modèles, souvent plus petits. C'est-à-dire que les scientifiques utilisent ChatGPT pour produire de la donnée? ChatGPT ou un autre grand modèle de langue, mais c'est des choses qui sont envisageables de générer des données d'entraînement à partir d'un LLM, oui. Mais alors là, ça pose problème parce que ça veut dire qu'on met sur des serveurs qui appartiennent, alors je ne sais pas à qui appartiennent les serveurs de ChatGPT, mais même sur Google, j'imagine qu'on peut y laisser des données qui sont parfois sensibles. Je ne sais pas, en sciences sociales, on utilise des témoignages, des photos qu'on n'aurait pas envie de laisser traîner sur des serveurs. Vous avez raison, et c'est ce qui pousse d'ailleurs de plus en plus les chercheuses, les chercheurs à s'orienter vers des solutions open source qui peuvent tourner en local, qu'on maîtrise et dont on n'est pas obligé de faire des requêtes sur des serveurs distants qui, comme vous le dites, appartiennent souvent à de grands groupes, de grandes multinationales. Donc l'objectif, ça va être de nous-mêmes travailler avec des solutions locales, sécurisées, où on va pouvoir utiliser sur des données sensibles. Alors tout ça, ça demande des moyens techniques, donc de l'argent. Et on sait que la recherche scientifique n'est pas la mieux dotée. Est-ce que c'est un frein justement au déploiement de l'IA ? Il faudrait que ça ne le soit pas, parce que sinon, parce que c'est vraiment un champ de recherche qui est hyper intéressant. Effectivement, ça demande des moyens, à la fois humains, financiers, ça pose des questions écologiques, c'est des questions qui sont vraiment d'actualité, que tout le monde est en train de se poser. Quelles sont les bonnes approches à mettre en place? Comment mutualiser les coûts? C'est des questions qu'il faut se poser, effectivement. Alors, une autre question importante se pose, c'est comment accompagner le développement de l'IA? On a demandé l'avis aux gens qu'on a croisés. Voici leur réponse. C'est un vaste débat là, on a pour plus d'1 heure, je crois. Je crois que la partie est perdue d'avance, on n'y arrivera pas. Il faudrait arrêter d'essayer d'aller contre et essayer d'aller avec et voir justement ce qu'on peut en faire, quels sont les bénéfices qu'on pourrait avoir. La réglementation, c'est la première des choses, je pense. Et régler cette histoire de propriété intellectuelle, trouver un autre moyen, je ne sais pas comment, mais... Le problème, c'est que il pourrait y avoir une réglementation française, européenne, éventuellement au niveau des pays occidentaux, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y aura une réglementation mondiale? Moi, j'y crois pas trop, quoi. Et je pense que, comme toute nouvelle chose, il vaut mieux former les jeunes le plus tôt possible pour justement, pour plus tard, ne pas utiliser cet outil à mauvais escient. Apprendre à développer l'esprit critique en éducation, par exemple. Je pense qu'il faudrait former un peu tout le monde, et même à l'informatique en général, parce qu'on voit beaucoup de personnes notamment se faire avoir sur des questions de sécurité. Genre avec des mails frauduleux ou des SMS frauduleux ou tout un tas de trucs. Donc même une formation un peu globale à ça pour tout le monde, ça serait bien, je pense. Valentin, Denis, est-ce que spontanément il y a des témoignages qui vous font réagir?
Le dernier témoignage, moi, il m'a amusé sur la formation à l'informatique parce que justement, tout récemment, le PDG de Nvidia, qui est l'entreprise qui fabrique ces cartes graphiques, a dit qu'il ne conseillerait pas à ses enfants de suivre des cours d'informatique parce qu'il pensait que ça deviendrait caduque. C'était évidemment une affirmation très, très polémique parce que aujourd'hui, c'est les informaticiens qui utilisent ces modèles-là. Je pense que le fait que tout ça change très rapidement, ça rend de fait la question compliquée de savoir à quoi exactement on doit former les gens et comment, même si on est tous d'accord pour dire que ça appelle des formations. Valentin, est-ce que vous seriez... alors, vous formez un peu les chercheurs qui utilisent ces outils finalement Quelque part, oui. Et est-ce que, même pour la population générale, vous dites que ce serait peut-être utile de, je sais pas, comme moi, à mon époque, il y avait le B2I au collège pour apprendre les outils informatiques. Effectivement, de toute façon, je pense que ça peut être qu'une chose positive de mieux informer tous les publics sur comment fonctionnent ces outils-là, vu que c'est des outils qui ont vocation visiblement à se répandre dans un usage au-delà du milieu de la recherche, par exemple. Donc c'est mieux que les gens soient alertés sur les différents risques. Et on voit dans ce micro-trottoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez pessimistes sur la réglementation à venir de ces outils. Je pense que c'est bien que les gens se remettent en cause les risques qui peuvent apparaître avec ces outils de propriété intellectuelle, etc. Est-ce qu'il y a une réglementation ? On a réussi par exemple sur la protection des données à avoir le RGPD en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer un jour de légiférer sur l'IA et d'avoir un moratoire de l'IA ? Je ne suis pas juriste, je ne voudrais pas me prononcer sur ces questions-là. Moi, j'espère effectivement qu'on puisse régler le plus possible ces usages-là, que ça soit encadré d'une manière ou d'une autre, pour qu'il ne reste que du positif derrière ces outils qui, on le sait, on en a parlé sur ce plateau, aujourd'hui posent problème de plusieurs façons. Denis, ça vous semble réalisable, une réglementation ? Ce qui est sûr, c'est que l'apparition de ces modèles-là n'aurait pas été possible dans le respect des réglementations. Et c'est des choses que OpenAI, qui a développé ChatGPT, a récemment dit clairement. Ils ont dit on aurait bien aimé respecter le copyright, mais si on l'avait respecté, on n'aurait pas fait ChatGPT. Et vous êtes quand même content qu'on ait fait ChatGPT, donc sous-entendu, vous plaignez pas trop qu'on n'ait pas respecté le copyright. J'ai un exemple d'ailleurs, c'était un créateur qui avait fait une collaboration il a imaginé une collaboration entre Nike et Jacquemus, collaboration qui existe pour certains, notamment des chaussures dans la vraie vie. Et lui, donc, il a utilisé de l'intelligence artificielle pour créer alors là, c'était une collection hiver. Qu'est-ce que ça vient questionner sur la propriété intellectuelle ? Elles sont à qui ces images ? Elles sont à Jacquemus, elles sont à Nike, elles sont à la personne qui a fait les requêtes, c'est à la personne qui a créé l'algorithme. Comment on gère ça ? Pour revenir à ce qu'on disait avant, ce qui est d'abord remarquable, c'est que ça peut faire sens de faire ça et trouver ces points communs. On voyait que précisément le côté un peu comme ça, fluffy, fausse fourrure, c'était un point d'intersection entre le molleton d'une tenue Nike et puis le côté un peu doudou comfy de Jacquemus. Et donc ça, c'est assez marrant. Donc, si la question du copyright se pose, c'est quand même aussi parce que les résultats sont marrants. Si les résultats étaient nuls et pas intéressants, on les mettrait à la poubelle et... Ouais, vous ne seriez pas en train de me poser la question. Donc, après, deuxième étape, effectivement, ce que les résultats montrent, c'est que l'IA, et ça je pense que ça a été utilisé, ça a été engendré avec des IA générales, c'est-à-dire ça a été utilisé avec Midjourney, ça a été engendré avec quelque chose du genre Midjourney et pas avec un truc spécialisé. En fait, Midjourney, il connaît Nike et il connaît Jacquemus parce qu'il y a déjà suffisamment de photos sur Internet qui traînent où il est question de Nike et de Jacquemus. Donc, à partir de ce que l'IA a vu, elle a compris les propriétés des univers. Maintenant, est-ce que la propriété de ces univers, ça appartient à Nike et ça appartient à Jacquemus? Quelqu'un qui aurait plutôt des sympathies pour Midjourney pourrait dire non, en fait, au bout d'un moment, Nike, Jacquemus, c'est dans la culture. Et donc l'IA, elle fait juste que elle comprend notre culture, et pour autant que ces univers sont dans la culture, elle a le droit de s'en resservir. Voilà. Comme pourrait le faire un artiste. Oui, comme pourrait le... Voilà, exactement. En même temps, on peut avoir moins de sympathie pour Midjourney et dire
ok, c'est dans la culture, mais enfin concrètement, c'est parce qu'il y avait des photos sur le site de Nike que vous avez aspiré sans nous demander, c'est parce qu'il y avait des photos sur l'Instagram de Jacques Mus que vous avez aspiré sans nous demander. La compréhension de l'importance dans la culture, elle a été faite aussi juste en téléchargeant de manière un peu sale plein d'images. Donc c'est une question qui n'est pas... Il n'y a pas de réponse. C'est pas tranché encore. Oui, et souvent aussi, c'est comme ça que le droit avance. C'est-à-dire le droit, c'est aussi créatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles avant. Un peu les limites et on voit jusqu'où on peut aller. Il faut demander comment ça va s'appliquer à des choses qui sont nouvelles. Quoi. Bon, en tout cas, on espère pouvoir un jour mieux protéger peut-être les artistes qui se trouvent concurrencés par ces IA. Alors Denis, Valentin, il est temps pour nous maintenant d'en apprendre un peu plus sur votre parcours respectif. C'est notre séquence en coulisses. Alors, on va commencer cette séquence par un petit challenge. Je vais vous laisser à chacun 30 secondes, pas une de plus, pour nous présenter vos parcours. Denis, c'est vous qui passez le premier. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Ok, super. Bon, top chrono alors. Alors, j'ai commencé des études de philosophie et puis je trouvais que c'était bien de compléter la philosophie avec autre chose. Alors, j'ai fait des maths et puis je suis devenu enseignant-chercheur à l'université et je suis aussi toujours allé un peu vers les applications et notamment vers les entreprises pour voir comment tout ça marche. Super. On a dit vous voulez nous raconter plus. Non mais bravo, très très belle performance. Valentin, on passe directement à vous. Est-ce qu'on peut lancer le chrono ? C'est parti. Bon c'est parti alors. Il est parti. Moi, je m'intéresse depuis assez jeune aux questions liées à l'informatique, à la programmation, etc. Mais je me suis pourtant dirigé vers des études supérieures en sciences sociales, donc en sociologie, avec une petite dimension d'autres disciplines des sciences sociales. Je me suis un peu spécialisé dans mes années de master sur l'étude en sociologie des plateformes numériques et les questions liées au numérique. Et puis, je suis arrivé en tant qu'ingénieur d'études en sciences humaines et sociales et en humanité numérique. Sur le gong. Bon, super. Mais c'est pas fini, on a quand même quelques points à approfondir ensemble. Par exemple, donc Denis, vous l'avez dit, vous avez fait des études de philosophie et des études de mathématiques. On est quand même sur deux disciplines qu'on ne met pas forcément souvent ensemble, elles sont très différentes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce double cursus-là en particulier ? Alors, en même temps, depuis les origines, l'idée que la géométrie c'était important pour la philosophie, que les mathématiques c'était important pour la philosophie, c'est une idée que plein de philosophes très bien auraient défendue. Donc en réalité, pour moi, le fait que ce soit séparé, c'est plutôt quelque chose d'assez tardif et qui n'a pas forcément de bonnes raisons d'être. C'est-à-dire que c'est séparé parce qu'on a l'idée que les humanités, les livres et tout ça, c'est une chose, et puis que les maths, les sciences, les machines, c'est autre chose. Donc précisément, ce que nous montrent tous ces modèles d'IA, c'est qu'en fait, c'est pas vrai, quoi. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on avait oublié, ou voilà. Je pense que c'était plutôt une erreur, en fait, de penser que c'était de mondes différents. En préparant cette émission, vous m'avez dit que la philosophie était une discipline qui se nourrissait des autres disciplines. Ça veut dire que si demain, vous vous intéressez par exemple à la philosophie de la musique, vous devez vous former vous-même sur le sujet ? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu deux visions du philosophe. Il y a le philosophe devant son poêle, à la Descartes, qui va réfléchir très fort et puis qui va engendrer par la seule force de sa réflexion plein d'idées très, très originales. Mais pour le coup, je pense que cette image romantique de la philosophie est peut-être pas la bonne, ou est peut-être un peu déformée, et qu'une approche plus modeste du philosophe qui fait aussi un peu enquêteur, un peu comme les sociologues, qui va essayer de comprendre quels sont les concepts qu'on utilise, comment l'usage de ces concepts change, et qui du coup a besoin de se nourrir des savoirs positifs. Pour moi, c'est une image qui est un peu concurrente de l'image traditionnelle romantique du philosophe, et qui est au moins aussi intéressante, et qui en tout cas correspond plus à ma propre pratique. Et c'est pour ça qu'aussi vous donnez des cours en école de mode, vous essayez de vous diversifier, ça vous nourrit au quotidien ? Oui, je pense que pour autant que le philosophe s'intéresse au concept et à la manière dont on pense le monde, c'est important de ne pas avoir une conception trop desséchée de ça, de voir comment ça marche. Pour vous, Valentin, apprendre tout seul de votre côté, c'est pas non plus un problème. Vous avez programmé l'un de vos premiers jeux à 8 ans sur Excel, c'est ça ? Vous voulez nous expliquer un peu
C'est ça, on va être honnête, c'est une reproduction qui est à l'écran, c'est pas l'original, mais que je vous ai faite pour cette émission, mais ça ressemblait exactement à ça. C'était un petit jeu que j'ai fait sur Excel. Quand j'ai découvert qu'on pouvait générer des nombres aléatoires sur Excel, je me suis rendu compte de la possibilité que ça ouvrait en termes de game design. C'est quoi les règles? Vous pouvez nous expliquer? Eh bien, on rentre 10 numéros, on tire 10 numéros au sort et on regarde combien on en a de bons au final. Ça s'appelle le loto, quoi. C'est le loto, tout à fait, c'est le loto. C'est très basique, mais bon, j'étais très fier de moi. Et c'était déjà, pour vous, c'était déjà une évidence l'informatique, parce que 8 ans, c'est très jeune. Oui, c'est terrible, c'est bien. J'ai eu cette chance, il faut le dire honnêtement, c'est vraiment une chance d'avoir accès à l'informatique assez tôt. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai regardé suite à l'image que je vous ai envoyée. Et depuis 2019, la vitesse à laquelle l'informatique se répand dans les foyers, notamment avec le niveau de vie le moins élevé, ralentit, alors que ça augmentait depuis les 15 dernières années. Donc voilà, petit point d'alerte. L'accès au numérique. Tout à fait, parmi les 10% des foyers avec le niveau de vie le plus bas, il y a un ralentissement depuis 2019. Alors que je trouve ça assez exceptionnel d'avoir la possibilité d'avoir accès à ce genre de technologie, notamment quand on est cognitivement en train de se développer. Moi, j'ai beaucoup apprécié avoir cette chance. Et donc, on a compris que c'était une passion pour vous depuis très jeune, mais vous vous êtes quand même lancé dans des études de sciences humaines et sociales. Donc, comment s'est fait cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé? Par l'intérêt que j'avais pour cette discipline et ces disciplines, et aussi, moi, j'avais, à l'âge de m'engager dans des études supérieures, une assez bonne maîtrise des technologies informatiques. Et je voulais découvrir autre chose et je me suis dirigé dans cette direction-là, ça m'a beaucoup plu. Et très tôt, voilà, j'ai eu l'ambition de réunir ces deux champs, l'informatique et les sciences sociales. Et c'est avec chance ce que je fais aujourd'hui. Ça fait peu de temps que finalement on mêle les sciences humaines et sociales et l'informatique. Vous, c'est à quel moment dans votre parcours d'études que vous vous êtes dit j'aimerais bien mélanger ces deux passions? À titre personnel, je me le suis dit très tôt. Et puis d'un point de vue plus académique, dans mes études, c'est dès mon Master 1, je me suis intéressé aux plateformes de livraison de repas, donc des coursiers sur plateforme. Et puis j'ai eu la chance de faire un Master 2 orienté humanité numérique ou data science comme on dit. Et du coup un master, comme vous le dites, plutôt récent, qui a 2-3 ans maintenant. Denis, une dernière question pour finir cette séquence. Est-ce qu'un jour, d'après vous, l'IA pourra remplacer les philosophes? Oui, alors effectivement, ça renvoie à la fois à une expérience personnelle et une compétition récente, puisque récemment, il y a eu cette espèce de concours entre Raphaël Enthoven et ChatGPT autour d'une dissertation. Et Raphaël Enthoven a obtenu une meilleure note que ChatGPT et il en était assez fier, même si il a dit qu'il n'en doutait pas. Et ça m'a amusé parce que quand j'avais fait mes études de philosophie, donc souvent les étudiants en philosophie ont un peu mauvais esprit, j'avais un ami qui avait fait un générateur de BHL, donc l'ancien beau-père de Raphaël Enthoven. Et donc on donnait un sujet et le générateur de BHL produisait une citation de BHL à propos de ce sujet-là. Et alors ce qui était intéressant, c'est que c'était évidemment bien avant ChatGPT et les modèles de langage, mais le style de Bernard-Henri Lévy en réalité était suffisamment mécanique pour que ce soit possible de produire ces citations imaginaires avec des outils bien plus simples que ChatGPT. Et ça m'avait déjà à l'époque assez fasciné en fait sur le fait que que précisément le style le plus écrit, le plus philosophe au mauvais sens du terme, était en réalité le plus facile à imiter par une machine. Pour rester original, du coup. Voilà, donc je pense que c'est une matière à réflexion pour les philosophes, effectivement. Alors, on aime bien terminer l'émission avec quelques recommandations culturelles. On va découvrir les vôtres tout de suite. Alors, Denis, je crois que votre recommandation, c'était un film de science-fiction. C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est l'enquête du pilote Pirx. Oui, c'est ça. C'est un film de science-fiction de la fin des années 70, donc bien avant l'apparition des modèles d'IA dont on parle, et qui pose cette question de la coexistence des humains avec
avec des IA créatrices. Et c'est l'histoire d'un pilote à bord d'une mission spatiale qui apprend en fait que certains de ses coéquipiers sont des IA qui ne sont pas forcément animés de bonnes intentions, et il essaye d'imaginer des tests, des moyens pour comprendre qui est un coéquipier humain et qui est une IA. Et le film en fait raconte ce processus, et c'est intéressant parce que ça recoupe beaucoup des choses qu'on s'était racontées avant, c'est-à-dire qu'au début il va imaginer des moyens qui repose peut-être sur une image de la machine qui est trop machinique, et puis petit à petit, il va finalement, il a eu un peu idées, la réflexion qu'on a eue dans cette émission, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est là où on doit s'arrêter pour ne pas dévoiler le plaisir de voir ce beau film avec une très belle musique pour les amateurs de musique électronique et une très belle photo aussi. Très bien, merci pour cette recommandation. Valentin, vous, c'est une série, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est la série Westworld qui est, je pense, une des meilleures séries à mon sens, qui aborde aussi fortement les thématiques de l'intelligence artificielle. Un peu dans le même genre. Hein. Oui, tout à fait. On est resté dans le thème. Ouais. C'est très intéressant. Les premières saisons sont mieux que les dernières. Sont plus intéressantes puisqu'il y a beaucoup de questionnements sur... je ne veux pas trop dévoiler l'intrigue, vous laissez la surprise, mais ça aborde beaucoup de thématiques en lien avec, évidemment, l'intelligence artificielle, la réalité, le rêve, la conscience. Et c'est un peu dystopique ou utopique, ça je laisserai le soin aux spectateurs du programme de décider. Je me joins à vous parce que je l'ai vu aussi et je la trouve formidable aussi. Et effectivement, ça reprend pas mal de choses qu'on a dit dans cette émission. On arrive à la fin. Merci à tous les deux d'être venus et de nous avoir alimentés sur ce qu'est l'IA finalement. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes passionnantes. Ciao les sorciers.